Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission Théma, prévention et gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Et pour en parler, mesdames, messieurs, nous sommes ce soir avec monsieur Djibril Bakayoko, chef de la cellule de coordination de la nutrition au ministère de la Santé et des Affaires sociales. Il est également le point focal du mouvement SUN, qui veut dire autrement mettre la nutrition en échelle. Monsieur Bakayoko, bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Notre second invité est M. Faliri Boli, secrétaire général de la Coordination nationale des organisations paysannes. Monsieur Boli, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ouais. Merci beaucoup. Notre troisième invité est M. Ibrahima Koulibaly. Il est le président du PRODPA, réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Koulibaly, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Dista. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et notre quatrième invité, mesdames, messieurs, est monsieur Issoufou Porgo. Il est le secrétaire permanent de la Confédération paysanne du Burkina Faso. Monsieur Porgo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, je vous présente cette charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ce soir, au cours de cette émission, nous allons vraiment parler de cette charte et de savoir surtout ce qu'elle apporte comme réponse aux crises alimentaires, les difficultés que cette charte connaît dans son application et surtout ce qu'il faut faire pour qu'elle puisse être appliquée comme on le veut bien. Monsieur Porgo, alors, parlant de cette charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest, vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est cette charte et quelles sont les nécessités qui ont amené les parties alors à l'adopter? Merci. Pour faire très simple, disons que la charte, c'est un ensemble de principes, mais aussi d'engagements qui lie un ensemble de parties prenantes parmi lesquelles on a les États, on a les organisations intergouvernementales, on a les partenaires techniques et financiers, on a la société civile, afin de mieux gérer la question en lien avec la prévention des risques alimentaires et nutritionnels. Et cette charte que nous avons aujourd'hui a une longue histoire et remplace une autre charte qui était la charte sur la gestion comment nous dirons, alimentaire, tout simplement, et qui était un code de bonne conduite à l'époque pour voir comment l'aide alimentaire pouvait, qui avait des effets pervers. Il fallait travailler à minimiser ces effets pervers-là. Mais chemin faisant, on s'est rendu compte qu'il ne faut pas seulement de l'aide alimentaire, il faut déjà faire en sorte que la crise n'arrive pas. Donc il faut la prévenir. Et ensuite, si elle arrive, il faut qu'on ait des mécanismes consensuels de pouvoir la gérer. Voilà comment cette nouvelle charte a été adoptée par l'ensemble des États, de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad, plus les partenaires techniques et financiers réunis autour du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des grands piliers en fait, de cette charte-là? Alors, la charte a essentiellement 3 piliers. Le premier pilier est en lien avec l'information et l'analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle. Il faut que nous parlions le même langage. Il faut que nous soyons tous ensemble d'accord sur les éléments à prendre en compte. Sinon, si chacun a sa lecture de la situation, il n'est pas évident qu'on peut arriver à apporter des réponses concertées. Donc, il fallait d'abord que dans un premier temps, on puisse s'entendre sur comment on analyse la situation nutritionnelle et alimentaire. Le deuxième pilier est en lien avec la concertation et la coordination.
Tantôt, je disais qu'il y avait des États, etc. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans cette question. Comment on se coordonne? Comment on se concerte pour que les réponses apportées soient les plus efficientes possibles et qu'il n'y ait pas des interventions, je dirais, beaucoup plus accentuées sur une zone et qu'une autre zone reste en deçà. Donc, il fallait travailler sur la coordination et la concertation. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, alors, il faut s'entendre sur comment on intervient, quelle réponse on apporte, quel instrument on utilise pour apporter les réponses. Donc, le troisième pilier a trait à cela, afin qu'encore on soit harmonisé pour aller vers l'efficience. Parce que l'objectif, en fait, de cette charte-là, c'est d'améliorer l'efficacité des mécanismes en matière de gestion et de prévention et de gestion des crises. D'accord. Merci, Monsieur Porgo. Monsieur Koulibaly, vous, en tant que société civile, qu'est-ce que cette charte alors, vous apporte-t-elle au juste? Eh bien, merci bien, Monsieur Dissa. Et comme M. Porgo l'a si bien rappelé, la charte est un ensemble de principes de bonne conduite pour la gestion des questions extrêmes qui peuvent survenir et qui peuvent créer des problèmes d'accès à l'alimentation pour les populations. Et je pense que si on va dans l'émotion, et tout de suite quand un pays dit « je donne de l'aide alimentaire à un autre », les gens sont contents. Mais en réalité, si vous regardez de près, et cela, je pense, est prouvé aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte qu'une aide alimentaire peut avoir des effets très très négatifs sur le pays qui reçoit. Parce que si on parle des principes simplement, c'est nourrir est une question de responsabilité. Et chaque chef de famille a la responsabilité de nourrir sa famille. Et dans notre histoire, si vous êtes incapable de le faire, je pense que vous vous cachez, on ne vous voit pas souvent dans votre famille. C'est la même chose pour un État. Un État doit pouvoir nourrir sa population. Si un État ne peut pas le faire, c'est extrêmement grave en termes de déresponsabilisation. Et comme on le dit aussi, celui qui tend la main a toujours la main en dessous de celui qui donne. Donc ça donne une position de supériorité à ceux qui donnent cette aide alimentaire. Donc ce n'est pas une bonne situation, ce n'est pas une situation confortable. Donc la charte, et donc c'est à cause de ça que beaucoup de bailleurs de fonds, beaucoup de partenaires du Nord ont utilisé ce mécanisme pour déverser sur les marchés des pays du Sahel, notamment, leur excédent de production. C'est-à-dire des produits dont ils ne voulaient pas, qui leur créaient des problèmes en termes de stockage, de gestion, de management. Et donc, ces produits venaient détruire notre marché local, où les paysans trimaient au soleil pour produire des céréales locales que nous connaissons, des tubercules, tout ce que nous consommons, étaient complètement mis à plat parce que ces produits étaient souvent distribués gratuitement ou étaient vendus à des prix très bas. Et donc, c'est extrêmement grave pour une économie, parce que vous venez déstructurer ceux qui sont là et dont le rôle est de travailler pour nourrir la population. Donc, la charte est venue dire à un moment, il faut harmoniser, il faut des principes pour que les gens ne fassent pas n'importe quoi et que la charte ne vienne pas détruire les économies locales, décourager les paysans qui travaillent pour nourrir les pays. Donc pour nous, c'est extrêmement important parce que ça pose un problème fondamental. Ceux qui investissent tous les jours dans leur champ, en termes de travail, en termes de fertilisation, en termes de récolte, en termes de gestion de la post-récolte, qui viennent sur les marchés, si leur production est vendue à des prix vils à cause de l'aide alimentaire, eh bien, ils vont se décourager. Et c'est à cause de ça qu'on reste dans l'insécurité alimentaire. Donc, on devient permanemment demandeur d'aide alimentaire. Donc, on ne sera pas non plus encouragé à investir à travers nos politiques agricoles à ce que nous soyons nous-mêmes des pays, non seulement qui sont capables de se nourrir, mais qui sont capables d'exporter vers d'autres pays. Donc, vous voyez, donc la charte a posé toutes ces questions et a posé les principes pour que ça ne soit pas comme ça. Pour qu'il y ait surtout un cadre multi-acteurs. Ça veut dire que ce n'est pas le gouvernement seulement. Le principe de bonne gouvernance, c'est toujours, il faut des acteurs différents. Parce que sinon, si vous donnez trop de pouvoir à une seule entité, elle agit toujours mal. Et je pense que c'est ce qui arrive très souvent dans nos pays, parce que trop de pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule entité. Donc la charte dit que tout le monde doit contribuer, tous les acteurs qui ont une responsabilité ou une action dans ce domaine doivent être là et doivent donner leur point de vue
Et on doit coordonner, on doit travailler ensemble. Et surtout, on évite les effets pervers. Donc, c'est extrêmement important pour nous. D'accord, mais est-ce que vous pouvez un peu nous développer les effets pervers de l'aide alimentaire, vu que l'un des objectifs de la charte, c'est vraiment de mettre un terme carrément à l'aide alimentaire au finish? Et je vais vous dire, et je l'ai même dit déjà un peu, mais je vais vous développer à travers des exemples. Justement. Et vous savez, quand les pays du Nord, qui ont beaucoup investi dans leur agriculture, produisent, il se trouve souvent qu'ils ont tellement de produits agricoles qu'ils ne peuvent pas vendre chez eux. Et donc ça devient un problème parce que le stockage coûte cher. Si vous voulez stocker, vous devez payer pour stocker. Et en plus de ça, vous ne savez pas quoi en faire parce que le marché est souvent saturé. Donc c'est ça qu'on utilise. C'est comme ça qu'on nous a créé l'habitude de manger du pain alors que nous ne sommes pas producteurs de blé. Vous voyez, nous produisons très peu de blé. C'est le blé de Diré, ce n'était pas une grande quantité. Mais on nous a donné beaucoup d'aide alimentaire en termes de blé. En certains moments de sécheresse, avant même des années sécheresse. Donc on a créé une habitude et nous sommes maintenant devenus un marché, nous devons payer ce blé au prix cher. En plus de ça, il y a des pays qui protègent leur filière alimentaire. Je prends l'exemple du Japon, qui met les taxes les plus élevées au monde sur le riz pour qu'on ne puisse pas importer du riz au Japon. Parce que le Japon veut son autosuffisance, sa souveraineté alimentaire en riz. Parce qu'ils savent que c'est ça qui est la vraie voie. Mais comme à travers les accords de l'OMC, ils sont obligés d'acheter une partie de leur consommation de riz sur le marché mondial. Cette quantité-là, quand ils l'achètent, ça ne va pas au Japon, ils l'envoient directement chez nous, comme aide alimentaire, et qui est comptabilisée comme leur aide au développement à nos pays. Donc c'est très grave. Nos pays ne devraient pas accepter souvent des choses comme ça. Parce que ça vient de ce qu'eux font pour qu'ils avancent. Nous, on accepte ça. Et ça nous fait reculer. Ça fait que nous ne pouvons pas être autosuffisants en riz parce que justement, nous acceptons c'est qu'eux, ils cherchent à éviter chez eux. Ils protègent leur production nationale de riz pour qu'ils soient toujours en capacité, les paysans aient envie de produire du riz, que le marché soit régulièrement alimenté avec le riz de qualité qui est contrôlé par leur propre pays. Mais ce que nous on reçoit là, c'est souvent des riz de très mauvaise qualité. Les gens ne le savent pas. C'est des riz de 7 ans, 8 ans conservés dans des magasins traités avec des pesticides. Mais on ne le dit pas souvent. Donc c'est des choses, il faut que les gens soient informés. C'est pas bon, c'est pourquoi on parle de beaucoup de maladies aujourd'hui, notamment parce qu'on reçoit souvent des choses dont on ne connaît pas du tout la qualité. Tout à fait. Merci, Monsieur Koulibaly. Monsieur Bagayogo, vous êtes le chef de la cellule de coordination de la nutrition au ministère de la Santé et des Affaires sociales. Aussi, point focal du mouvement SUN, mettre la nutrition en échelle. Quelle est la place de la nutrition dans la charte? Comme vous le savez, M. Dissa, la sécurité alimentaire et la sécurité nutritionnelle sont comme des jumelles. Des jumelles, pour ne pas dire monsieur et madame, d'une même famille. Mais ce que je reçois de la charte est que l'ensemble des parties prenantes de la nutrition se retrouvent autour d'un partenariat où ils communiquent ensemble. Ils coordonnent ensemble. Mais le plus important est qu'ils fassent les diagnostics ensemble. Ces diagnostics consensuels fait qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des pays de la CEDEAO, y compris la Mauritanie, la nutrition est une problématique de développement. Je vous donne quelques chiffres au Mali. En 2013, le Mali perdait 265 milliards à cause des retards de croissance. Cela veut dire que nos enfants ne pourront pas être des bons ouvriers pour cultiver comme les ouvriers du Japon. Ils ne seront pas de bons cadres à transformer tout cet espace en technologie porteur pour faire ces trucs. Mais j'ai espoir, parce que le Mali a déjà dépassé plus de 11 millions de tonnes. J'ai espoir, parce qu'on a reculé en matière de nutrition. De 2013 à aujourd'hui, on fait partie des rares pays qui ont régressé de plus de 11 points dans la nutrition chronique. On est aujourd'hui en dessous de 10% malgré cette crise multisectorielle qu'on vit. Et la malnutrition modérée est en train de régresser. Aussi, devant ces tableaux, il y a des problèmes émergents, tels que l'obésité, que les gens ne comprennent pas. Le surpoids entraîne 3 maladies. La goutte, l'hypertension et le diabète. Et tout le monde connaît le coût. On n'a pas fait encore l'analyse de ces coûts.
Mais les experts nous disent que ça va nous coûter 12% de notre PIB, alors que la malnutrition par décès nous a coûté seulement 4%. Et j'aimerais vous dire aussi que, vu cette crise, des entités qui étaient des gros producteurs, tels que Mopti, Ségou, comme des Énéviens de Ségou, sont aujourd'hui en perte de capacité de produire à cause de l'insécurité. Et surtout, j'aimerais faire tout voir que, avec cette charte, on a tout à gagner parce qu'on va tirer les leçons de toute cette évolution positive qu'ils ont fait en passant de cette sécurité alimentaire. Et nous nous en réjouissons de tous les dispositifs institutionnels qu'ils ont fait et les principes. Et je pense que ces partenariats n'est que gagnant-gagnant. Et je me réjouis encore en leur disant merci de nous avoir balayé les chemins, en nous disant merci aussi de nous donner suffisamment de leçons et en nous disant merci pour nous donner les meilleurs leviers pour faciliter la gouvernance autour de la nutrition. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bagago. M. Bouli, M. Bagago vient de dire tout de suite qu'on a tout à gagner avec cette charte. Tel est aussi votre point de vue. Est-ce là une bonne charte? Bon, la charte, si vous regardez l'historique, je dis bonsoir d'abord aux auditeurs. Je m'adresse aux dirigeants, ceux qui ont signé, qui ont pris des engagements. Et je m'adresse aussi aux Maliens, aux citoyens de l'Afrique de l'Ouest. Parce que nous sommes avec un Burkinabé, c'est quelque chose qui est général. Donc la charte, c'est parti d'un constat, c'est les crises. Suite aux crises, donc les pays du Sahel se sont retrouvés avec d'autres partenaires. Ils ont fait cette charte-là. Mais d'abord, c'était pour gérer les crises. Mais pendant un certain temps, de 2007 à 2011, ils ont essayé de reprendre et ils ont vu, c'est là où 12 organisations de la société civile, ce sont des organisations, se sont retrouvées. Et ils ont dit que peut-être la gestion de cette charte, il y a des problèmes. C'est venu pour résoudre un problème, mais l'application pose problème. Donc c'est des constats, et c'est à partir de ces constats que les 12 sont venus, et on a confié justement le lead Europa, dont le président est là, Ibrahim Koulibaly. Donc c'est l'Europa qui avait la charge de voir comment ils peuvent faire en sorte que cette charte soit beaucoup plus utile. C'est un outil formidable que nous avons parce que ça permet d'améliorer même la gouvernance en gérant les crises et en prévenant les crises. Donc c'est là l'Europe avait lancé, essayé de voir comment dans les différents pays on peut mettre des comités de veille pour de temps en temps nos dirigeants qui sont là, qui ont pris des engagements, qui sont là, qui travaillent, mais des fois, il faut les rappeler. Comme on le dit en Bambara, il faut rappeler souvent à l'ordre, les interpeller. Donc on a décidé de mettre ce comité de veille. Mais ce comité de veille, on a besoin aussi des parlementaires. Et c'est très fort, d'ailleurs, c'était dit dedans, il y a les parlementaires qui devaient nous accompagner, qui nous accompagnent d'ailleurs. Donc le premier comité, c'était au Burkina, c'est le président qui est là. Donc maintenant, on a décidé de mettre un comité. C'est de temps en temps pour titiller, pas seulement les dirigeants, mais les populations. Faire connaître cette charte, c'est un engagement que nous avons pris devant, comme on dit en Fadioum. On a pris cet engagement-là, on a décidé de faire des choses. Il faut les respecter, ces engagements. Et pour interpeller, il faut toi-même connaître. Donc on a décidé de faire en sorte que ce soit connu. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes sur ce plateau aujourd'hui. C'est de faire connaître aussi cette charte pour que nous puissions nous interpeller nous-mêmes, interpeller nos dirigeants aussi. C'est un outil qu'ils ont à la main. Ça va faciliter la gouvernance. Si nous avons une bonne gouvernance, tout le monde a la paix, nous estimons. Donc le vrai problème que nous connaissons aujourd'hui, c'est qu'il y a une gouvernance qui est un peu difficile. Le président l'a évoqué. Quand tout est concentré aux mains d'une poignée, une petite poignée de personnes, c'est difficile. Donc on a cet outil qui nous permet de desserrer les taux
de faire en sorte qu'il y ait une certaine intelligence entre la classe dirigeante et la population civile. Et cela est possible. C'est pourquoi nous sommes partis pour ce comité. Nous sommes avec des gens de l'administration. Et cela est indispensable. Et les élus aussi, les députés, obligatoirement, et les collectivités, et les mairies, on est tous partants avec les organisations de la société civile. Tout le monde, on essaie de mettre tout le monde dans le jeu. Ce n'est pas pour attaquer quelqu'un, ce n'est pas pour dénoncer quelqu'un, mais c'est pour rappeler que nous avons pris des engagements. Quand j'ai un responsable qui prend un engagement, si ce n'est pas respecté, ce n'est pas lui que je vois. J'ai honte pour moi-même, parce que c'est mon pays qui n'a pas respecté. Donc il faut que j'ai la possibilité de l'interpeller. Pour l'interpeller, il faut que je sache exactement quel engagement il a eu à prendre. Et lui-même, peut-être il a pris ses engagements. Ce n'est pas toujours facile quand on va dans les rencontres signer les engagements, quand on revient et se souvenir qu'on avait signé quelque chose là-bas, parce qu'il y a tellement de contraintes qu'on oublie très vite ce qui s'est passé il y a quelques jours. Donc ce comité de veille, nous estimons que nous allons aller pour porter l'information à tout le monde, que tout le monde sache, et nous comptons sur les médias aussi pour diffuser, pour vulgariser tout ce qu'il y a comme contenu dans cette charte. Et nous comptons sur tout le monde. Et l'Europa a exigé qu'on le fasse, et lui, il est le secrétaire permanent de la Confédération paysanne du Burkina, et ils ont commencé. Au Mali, on commence, parce que le président du Europa aussi, c'est un Malien, et on ne doit pas rester derrière. Il faut qu'on lui fasse honneur, pas à lui, mais en lui faisant honneur, on se fait honneur à nous-mêmes. Et cela, c'est une exigence, une obligation que nous avons. Et nous comptons aussi sur nos responsables pour que l'application de cette charte au niveau du Mali, ce soit au top. Et nous comptons sur eux vraiment. Et comme il s'agit de tout le Sahel, mais aussi de l'Afrique occidentale, est-ce qu'on peut dire que les États sont au même niveau en fait, dans l'application de la charte, ou certains sont plus en avance que d'autres? Bon, on peut dire que les États ont signé cette charte, c'était en 1990. Après, il y a eu des révisions de 2007 à 2011. Mais c'est un peu loin. Les États ont tellement de problèmes, tellement de problèmes. J'ai rencontré un ministre qui m'a dit, je lui ai dit, monsieur le ministre, vous parlez comme ça, mais vous faites autrement. Il m'a regardé, c'était à peu près il y a une vingtaine d'années. Il m'a dit, jeune homme, on se bat pour occuper le fauteuil de ministre, on arrive fatigué. Si vous ne nous poussez pas, on ne va pas bouger. Donc il faut les aider, ces ministres, il faut les aider, ces responsables, pas seulement les ministres, tous les responsables, et nous-mêmes. Il faut les aider, il faut qu'on pousse, il faut qu'on réagisse, qu'on soit proactif. Qu'on soit proactif, ce n'est pas pour aller dans des critiques stériles, mais c'est pour inciter à l'amélioration des comportements, l'amélioration pour atteindre des conditions plus viables. Merci, Monsieur Bouli. Monsieur Porgo, alors le Burkina est vu comme pionnier en tant que comité de veille. Alors, pouvez-vous nous dire ce que vous faites concrètement pour amener les gens alors à veiller sur la charte et à les pousser vers l'application? Merci. Effectivement, le Burkina, en juin 2019, a mis en place le comité national de veille citoyenne et parlementaire pour l'application de la charte PREJEC. Et à ce niveau, le travail consiste essentiellement d'abord à faire connaître très bien cette charte par les acteurs même de ce comité. Parce que comme le disait entre-temps M. Boli, il faut d'abord mieux s'approprier de cette charte. Parce que comme j'ai dit, c'est un ensemble d'engagements et de principes, mais au-delà, il y a tout un ensemble d'instruments, de mécanismes qui sont mis en place. Donc c'est assez complexe. Il faut d'abord le comprendre, le connaître, pour pouvoir savoir quels sont les engagements que les États ont pris. Quels sont les engagements que les organisations internationales et intergouvernementales ont pris. Quels sont les engagements que les partenaires techniques et financiers ont pris.
mais quels aussi sont les engagements des organisations de la société civile, parce qu'elles aussi, elles ont pris des engagements, pour pouvoir maintenant faire la veille. Donc, nous comprenons la charge, on l'approprie et on fait la veille. La veille nous permet de savoir dans quelle direction se fait la mise en œuvre de la charte. Et à partir de là, nous avons des éléments qui nous permettent d'interpeller le gouvernement. C'est vrai que nous sommes des pionniers, mais disons qu'il n'y a qu'à peu près 6 ou 7 mois que nous avons mis le comité. Donc nous sommes en train de démarrer les activités avec la mise en place d'un plan d'action duquel on tire un programme annuel que nous allons mettre en œuvre. Nous avons déjà, en partant de la mise en place de cette charte-là, nous avons déjà conduit, par exemple, sur le terrain, des caravanes de presse, avec un certain nombre d'acteurs et membres de ce comité national, pour aller sur le terrain, voir un certain nombre d'engagements que le gouvernement du Burkina a pris pour appuyer la production et céréalière notamment, en mettant en place des intrants et en mettant en place des équipements. Parce qu'il faut augmenter la production pour qu'on ait beaucoup de disponibilité et il faut des accompagnements. Nous sommes allés déjà voir, est-ce que cet engagement que le gouvernement a pris, est-ce qu'il l'applique comme il se doit? Ça nous a permis d'avoir un certain nombre d'éléments d'information qui vont nous permettre de pouvoir faire un plaidoyer afin qu'il y ait un recadrage. Parce qu'on s'est rendu compte que ça vient en retard, les intrants. Les intrants ne sont pas toujours mis à la disposition des personnes les mieux indiquées pour les valoriser. Et je prends un exemple. Quand vous prenez une personne indigente qui a énormément de la peine à s'alimenter, vous lui donnez des semences de variétés améliorées, de maïs ou de haricots, son premier réflexe d'abord c'est de le manger. Parce qu'il n'a pas mangé hier. Alors quand vous lui dites de s'aimer ça pour pouvoir récolter dans 3-4 mois, ça lui pose un problème. Donc cette personne n'est pas peut-être la plus indiquée à recevoir par exemple cette semence améliorée. Il faut peut-être lui apporter d'abord un appui alimentaire, ensuite vous l'appuyez en moyen pour pouvoir se relever. Donc ce type de recadrage sont des éléments que nous proposons en ayant des activités de ce genre-là. D'accord. Donc voilà ce que nous avons pour le moment commencé à faire et pour pouvoir suivre la mise en œuvre de la charte. Effectivement, l'information, mettre toutes les parties prenantes au même niveau d'information, informer le grand public, les populations. Mais M. Coulibaly, au-delà de cette campagne d'information, de sensibilisation, de communication de façon générale, quelles sont les autres raisons qui peuvent expliquer alors le retard dans l'application de la charte selon vous? Merci. Bon, je pense que comme raison du fait qu'il n'y a pas cette cohérence recherchée, il y en a plusieurs, j'ai dit. D'accord. Et une des premières pourrait être le fait que justement les partis qui sont en présence n'ont pas les mêmes intérêts. J'ai expliqué tantôt les pays qui ont des structures alimentaires qui doivent pouvoir sortir et des pays qui tendent la main pour dire nous on n'a pas à manger. Donc cette relation déséquilibrée est un problème. Deuxième chose, c'est que si vous voulez vous nourrir en tant qu'État, vous investissez réellement dans votre agriculture. Et quand je dis réellement, ça veut dire des investissements qui vont directement aux exploitations agricoles familiales. Parce que dans notre cas, c'est ça qui existe dans notre pays. Il y a des gens qui sont regroupés en famille, qui travaillent ensemble, mais souvent, qui n'ont pas le minimum pour pouvoir produire. Une étude de l'AFO montre qu'il y a 55% de familles dans ce pays qui n'ont pas l'équipement générique de base, c'est-à-dire une charrue, un âne, une charrue, une paire de bœufs, une charrette et un âne. Ça, il y a 55% des familles maliennes qui n'ont pas ça. C'est extrêmement grave. Donc, vous voyez, il faut qu'un État investisse à ce niveau si on veut régler le problème d'insécurité alimentaire. Parce que ces gens ne peuvent pas labourer quand il pleut. Ils ne peuvent pas s'aimer quand il pleut. Ils sont obligés d'attendre les autres.
Donc, il y a des pays qui ont des surplus, c'est parce qu'ils ont réglé ces problèmes-là. Donc, si vous mettez des pays comme ça en disant qu'on a les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes intérêts. Donc, l'autre chose, c'est que, comme je l'ai dit, la bonne gouvernance est quelque chose de très rare. Les gens ont toujours le réflexe de se replier sur leur intérêt immédiat. Donc, c'est que quand vous dites aux gens, venez pour qu'on ait un cadre multi-acteurs, qu'on ait des bons principes, oui, les gens vont aux réunions. On écrit les choses, les gens signent même souvent. Mais dès que les gens retournent, ils retournent aux mauvaises habitudes qui sont plus faciles, justement. Parce que la transparence et la bonne gouvernance, je pense que c'est beau dans les discours, mais dans les faits, beaucoup ne le font pas. Donc ça, c'est un problème. Les réflexes prennent le dessus. Donc ces pays qui ont des excédents veulent donner d'une manière détournée, donnent à des ONG. S'ils ne peuvent pas venir à travers le cadre harmonisé qu'on a dans les pays, ils peuvent donner à des ONG qui, sous le couvert de l'aide alimentaire, déversent ces excédents sur nos marchés. Donc c'est là où je mets en avant la question de la responsabilité que nos États ont. Ce n'est pas beau de dire qu'un pays ne peut pas nourrir sa population. Tous les États peuvent se nourrir et se nourrir correctement. Mais ce n'est pas possible, si je le dis encore, que ce n'est pas possible dans un cas de figure où il n'y a pas un dialogue multi-acteurs constructif, où on écoute les paysans, on écoute l'État a bien sûr son mot à dire, on ne peut rien faire sans l'État, mais l'État ne doit pas monopoliser le dialogue, la construction des politiques. L'État ne doit pas monopoliser leur mise en œuvre. L'État ne doit pas monopoliser leur suivi sur le terrain. Et l'État ne doit pas monopoliser leur évaluation. Ça doit se faire en commun. C'est ça qui montre la faille des systèmes. Par exemple, dans ce pays, vous savez, on a une loi d'orientation agricole qui est notre politique, la base de notre politique agricole, depuis plus de 10 ans. Mais on a du mal à la mettre en œuvre parce que les intérêts des acteurs ne sont pas les mêmes simplement. Et on a des cadres pour mettre en œuvre cette loi institutionnelle. Mais malgré tout, les gens trouvent les moyens de contourner. Donc c'est les mauvais comportements qui font qu'on n'arrive pas à avancer. Mais ce n'est pas la question des moyens financiers. Les moyens financiers, si vous mettez tous les moyens financiers dans des mauvaises politiques, les mauvais comportements, ils ne donnent aucun résultat. C'est clair. Donc, ça ne sert à rien de demander d'augmenter les moyens financiers tant qu'on n'aura pas créé les cadres de gouvernance transparents, inclusifs, que les gens peuvent comprendre. Donc, c'est pour cela qu'il faut informer. Il faut donner le maximum d'informations pour que les gens sachent qu'on a tous les instruments politiques aujourd'hui pour nous nourrir. Si on met en œuvre la loi d'orientation agricole dans sa cohérence, en investissant vraiment là où on fait la différence, je ne dis pas les projets aériens, je vous assure, il suffit de 2 ou 3 ans pour que le Mali soit autosuffisant et même exportateur alimentaire. Parce que moi, j'ai vu une vraie politique de riz en Thaïlande. Vous savez, le kilo de riz sur le marché de Bangkok coûte 400 francs CFA. Et je ne pense pas qu'au Mali, on puisse vendre le riz à 400 francs. Non. Et pourtant, le riz thaïlandais arrive sur notre marché à moins de 200 francs. C'est qu'on se moque de quelqu'un quelque part. Donc, c'est ça les vrais problèmes. Pourquoi, si on n'informe pas comment ce mécanisme est possible, les gens vont continuer à acheter ces riz, à s'empoisonner. Et pendant ce temps, on va se plaindre en disant il y a ceci, il y a cela. Donc, c'est le même mécanisme. L'aide alimentaire pervers a les mêmes mécanismes. Parce que tu prends quelque chose dont tu ne sais même pas souvent le contenu. Mais parlant du retard dans l'application, M. Progo en fait parlait des principes, des engagements. Il parlait aussi des parties prenantes, les États, les organisations intergouvernementales, la société civile. Là, vous venez de parler de la responsabilité de nos États, mais qu'en est-il alors de la responsabilité des sociétés, disons des associations, des organisations de la société civile? Pensez-vous que les organisations de la société civile alors sont indemnes de toute reproche dans cette affaire? Non, je pense que ce que je suis en train de dire, c'est que chacun est dans son rôle. Et l'État, c'est l'État qui a la responsabilité de définir les politiques, qui signe les engagements. Et donc, comme l'a dit mon grand frère Bouli, il faudrait que cet État accepte d'abord de respecter les politiques qu'elle met en place et aussi les engagements que l'État signe. D'abord ses propres engagements. Voilà, donc ça c'est le premier. Nous, en tant qu'acteurs de la société, organisation des producteurs, nous, notre rôle, c'est d'interpeller pour dire voici là où ça ne va pas. De faire de la pression, de mobiliser, même si c'est nécessaire.
C'est ce que nous sommes en train de faire comme ça là. Parce que nous, on est producteurs, on produit du riz, on produit plein de produits alimentaires qui doivent se vendre pour que nous, on puisse continuer à produire. Tout à fait. Mais qui ont du mal souvent à se vendre parce que justement, il y a des décisions contradictoires. Je vais vous donner un exemple immédiat. Ce don japonais de riz dont j'ai parlé tantôt, l'État malien est en train de prendre une décision pour le mois de carême pour mettre ce riz sur le marché. Et pendant que les paysans maliens sont en train de récolter, leur riz il y a juste quelques mois, quelques semaines. On a du riz malien de très bonne qualité. On va prendre ce don japonais qu'on va vendre à petit prix pour que les gens mangent du riz moins cher pendant le mois de carême. Bon, sur le principe religieux, oui, c'est très beau. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les producteurs de riz? Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la santé des consommateurs? Donc il y a plein d'inconnus dans cette affaire-là. Tout à fait. Donc si on ne se parle pas, je pense que il faut que... C'est pourquoi j'ai dit que un État doit écouter toutes les parties prenantes. Et prendre en compte l'avis de ces parties prenantes. Il s'agit pas, on peut écouter sans rien faire. Et c'est souvent le cas malheureusement en Afrique. Et c'est pourquoi on a des problèmes pour nous développer. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Coulibaly. M. Bagayoko. M. Coulibaly parle des effets pervers de l'aide alimentaire, tant sur le plan de la productivité, sur le plan économique, mais aussi sur le plan de la santé. Pouvez-vous nous parler de quelques liens entre l'aide alimentaire et la nutrition? Bon, comme M. Coulibaly a dit l'essentiel, c'est très difficile de parler derrière quelqu'un qui vit cette pratique de jour au jour. Mais je vous dis que la nutrition, c'est la dimension qualité de la sécurité alimentaire. Ce produit que tu vois qui est les riz qu'on produit au Mali, du champ à l'assiette, il y a tout un processus qualité que la nutrition demande. Et je vous donne un seul exemple. L'aflatoxine est une source de cancer. Il suffit seulement que les conditions de conservation ne soient pas appropriées pour une petite moisissure. Ça fait que nous allons perdre immensement. De là à comment cuire ces riz, parce que quand tu parles de nutrition, tu parles de diversité alimentaire. Tu quittes l'alimentation énergétique vers l'alimentation nutritive. Du coup, le savoir va rentrer, la recherche, la table de composition des aliments va rentrer. Ça ne sera pas la même chose que M. Boli, que moi, parce que vu l'âge, je vous donne un seul exemple. En 1950, le nombre de personnes avec plus de 65 ans va peut-être doubler, parce que la santé a fait des grands pas, parce qu'on ne voit plus d'épidémie de rougeole, de trucs. Mais ces gens, la personne est en train de penser à leur alimentation. Et c'est là où la nutrition devient source de richesse. Parce que ces gens-là qui seront à la retraite, ils ont beaucoup d'argent. Mais ils sont aussi exigeants de la qualité. Parce que tu vas voir que c'est des cadres moyens. Parce que c'est cette fois-ci, à partir de 1950, qu'on verra une cohorte très importante des cadres qui vont à la retraite. Et du coup, ils seront exigeants parce qu'ils ont un niveau d'information très différent. C'est là où on doit intervenir. Parce que la nutrition, c'est le seul investissement où tu investis $1, tu récoltes 16. Les panels d'espèces, cela veut dire que c'est des créations de richesses. Mais je me réjouis encore une fois de plus de tout cet espace. Parce qu'on est dans une démarche d'amélioration de la qualité du partenariat entre acteurs, parties prenantes de la sécurité alimentaire. Parce que, je vous dis, quand j'étais jeune encore, il y a 10 ans, 20 ans, les acteurs de l'État et de la société civile ne pouvaient pas s'asseoir. Mais aujourd'hui, on parle. Et je pense qu'on nous donne la chance de nous améliorer de manière. Ce que je trouve qui est pour moi très important, c'est que la mauvaise situation nutritionnelle s'explique à la fois par un déficit d'aliments, mais de mauvaises pratiques alimentaires. Et c'est là où nous entrons dans cette dynamique. Parce qu'aujourd'hui, l'œuf que tu prends, tu brilles, tu es en train de... Tu manges quelque chose comme animal et tu ne parles pas. C'est cette pratique alimentaire que nous souhaitons améliorer. Et l'accès limite à l'eau potable. Je vous dis que quand on parle de la gestion sécurisée de l'eau comme aliment premier, ça dépassera pour nous. Parce que là est la source, la transmission de la plupart des trucs. Voici ce que je trouve que
Et dans ces partenariats avec cette charte, je ne vois que gagnant-gagnant. Ils ont eu le temps de faire regrouper tous les parties prenantes. Et nous viendrons apporter cette diversité qui fait que la sécurité nutritionnelle part un tout petit peu au-delà de la sécurité alimentaire, qui fait que ces baisses pratiques que nos mères, nos grands-mères avaient, on les a perdues pour prendre ce qui ne nous sert pas. Et je peux vous dire un dernier mot pour l'eau. Aujourd'hui, ils parlent de produits, mais quand nous prenons les boissons alcoolisées, je ne parle pas. Coca-Cola est dans les derniers villages de ces pays. Mais pourtant, quelqu'un qui a le diabète, en année de vie perdue par incapacité, ça va te coûter à ta famille des milliards. C'est pour te dire qu'on a les mêmes défis. Parce qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas fait suffisamment de marketing. C'est des produits qui sont de chez nous. Des produits forestiers non liés qui apportent une valeur ajoutée extraordinaire. Mais pourtant, on n'a pas fait assez. Cela veut dire qu'ils disent nous qu'on a du boulot à faire. Parce que ce qui est sûr, c'est parce qu'il y a d'autres parties, dans d'autres pays, ils ont réfléchi. Comment ils peuvent s'en sortir? Moi, je dirais, mon père me disait ceci. On est 5 ans, maintenant, mon refait fait quoi? Je sais que la société civile, ils sont dans leur rôle. Ils doivent faire ça. Et nous serons là à les écouter, à faire avancer. Mais comme les tendances sont aussi positives, qu'ils nous essayent de nous regarder à l'œuvre, on a les mêmes combats, les mêmes devenirs, et on gagnera ensemble ou on perdra ensemble. Merci. Merci. Beaucoup, monsieur Bagayogo. Voilà, monsieur, je vous rappelle que ce soir, nous sommes en train de parler de la charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Une charte saluée par tous, mais qui connaît beaucoup de retard dans son application, si bien que des comités de veille sont en train d'être créés, mis en place ici et là, pour interpeller qui de droit, afin que nous puissions passer à l'application de cette charte. Une initiative qui a été inaugurée justement par le Burkina Faso, présent autour de cette table. Monsieur Bouli, alors il ne nous reste plus qu'une quinzaine de minutes, une vingtaine tout au plus de minutes avant la fin de l'émission. Alors, ces comités de veille pour pousser tout le monde à l'application de la charte, ces comités-là eux-mêmes ont-ils besoin de quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent à la fois des politiques et des populations pour pouvoir être efficaces eux-mêmes? Question plateau. Bon, pour les autorités, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin tout simplement d'un appui politique. Aujourd'hui, le président Ibrahim a parlé du KR2, on dit KR17 maintenant. Il y a une évolution. L'an dernier, il y a eu une rencontre du ministre et des commerçants détaillants. C'était pour fixer le prix du riz. C'était un tout petit peu trop fort. Nous, producteurs, on veut fixer le prix de notre produit. C'était un peu difficile à avaler. Aujourd'hui, le commissariat à la sécurité, on salue ça, nous a invités pour venir discuter du problème et prendre les dispositions en fonction des dispositifs qui sont définis dans la charte, des dispositifs que chaque pays a. Bon, nous, on cherche à connaître ces dispositifs. Donc, doucement, on cherche à améliorer. J'avais interpellé à l'époque, j'ai dit, c'est pas possible, c'est le gouvernement qui a demandé qu'on mette les interprofessions en place. On ne peut pas comprendre qu'il parle du riz sans associer les interprofessions. Pour le riz, pour la pomme de terre, c'était la même chose. Ils avaient fixé le prix de la pomme de terre pour beaucoup de produits. C'était un peu trop gros. Donc, ce qu'on attend, c'est que le gouvernement, il faut les titiller, il faut leur faire comprendre qu'on est là. On dit que qu'est-ce qu'il fait? On dit c'est un producteur, il ne connaît rien, mais ce n'est pas vrai. Le producteur, il a une connaissance. Quand on me dit que les producteurs, ils ne connaissent rien, donc on ne peut rien leur apprendre, j'ai dit quelque part, les gens se trompent. Nos arrière-grands-pères étaient tous des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des cultivateurs, mais ils avaient des savoirs. C'est comme si on se régnait soi-même. Ce n'est pas parce qu'on est dans des bureaux climatisés qu'on va oublier d'où l'on vient.
Et comme on dit, on ne refuse pas de laver son visage parce qu'on est borné. Il faut se dire les choses en face. Aujourd'hui, la population civile aussi, nous avons un rôle à jouer. Et c'est ce que nous avons dit dans notre comité. Il ne faudrait pas qu'on attende que des financements nous viennent d'ailleurs. Il faut que nous soyons capables de financer nous-mêmes les activités que nous allons mener. Et chaque organisation qui sera membre va prendre en charge les frais de ses délégués. Peut-être pour autre chose, on aura toujours besoin de quelqu'un pour nous appuyer. Si le gouvernement vient nous appuyer, c'est très bien. Mais même les gouvernants, ils sont dedans. Il y avait le commissariat à la sécurité alimentaire qui était là. Il y avait le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture qui a présidé toute la cérémonie. Donc, il y a une certaine complicité, une intelligence qui est en train de se développer que nous saluons. Et nous continuerons à interpeller nos gouvernants parce que c'est quelque chose qu'on leur a confié. Il faut qu'on comprenne ça. Et c'est à nous aussi de le comprendre. C'est le pouvoir, mais le pouvoir, c'est vous, c'est lui, c'est moi. Mais nous prenons une petite portion chacun pour confier à quelqu'un. Et il est responsable. Dieu a fait aujourd'hui que certaines personnes occupent des postes de responsabilité. Et c'est notre pouvoir, c'est notre affaire qu'ils sont en train de gérer. Donc nous, quand nous parlons aujourd'hui, nous parlons justement de la charte et ce que la charte nous apporte, l'outil que on utilise pour prévenir et gérer les crises. C'est de nos problèmes on parle. On ne parle pas de problèmes de palais, on ne parle pas de problèmes d'un département, nous parlons de nos problèmes. Et nos problèmes, je pense que je le dis toujours, vous êtes un médecin dentiste, vous savez comment soigner la dame et jusqu'à quel point ma dame me fait mal, vous ne pouvez pas le savoir plus que moi-même. Si on commence à écouter la société civile, je pense qu'on ira très loin. Et des fois aussi, nos dirigeants, ils ont des contraintes qui viennent d'ailleurs. Ils ne peuvent pas se soustraire. Mais nous, on peut. Personne ne nous paye. Et on n'est pas muté, on n'est pas retraité. On peut dire qu'on ne veut pas de telle chose, un point, un trait, et c'est fini. Un responsable, peut-être c'est difficile. Si tu le fais, on t'enlève, on met un autre. Merci. Mais nous, on peut. Merci beaucoup, M. Bouli. M. Porgo, vous, en tant que comité de veille, quel appel avez-vous à l'endroit des politiques et des populations pour une meilleure application de la charte? Alors, à l'endroit des politiques, nous souhaitons déjà que ces comités ne soient pas vus comme des acteurs pour mettre des bâtons dans les roues de quiconque, mais être comme un élément essentiel dans la mise en œuvre de la charte. C'est pour cela que nous souhaitons que ces comités puissent bénéficier des espaces, des concertations, d'informations pour pouvoir être au courant de ce qui se passe afin de pouvoir apporter sa contribution. L'information est capitale. Il y a des espaces de concertation, il y a des espaces de dialogue. Il faudra qu'on fasse une place à ce comité. Ensuite, le comité fera des plaidoyers. Alors, il faudra que les gouvernants aient une oreille attentive, qu'ils acceptent d'écouter, comme M. Bouli vient de le dire, et de dialoguer avec cette société civile-là qui ne cherche que à apporter sa contribution au développement du pays. Donc, ces deux éléments sont très importants. Si nous n'avons pas l'espace de concertation, de dialogue pour nous informer et participer au débat, si nous n'avons pas une oreille attentive pour écouter nos suggestions, nos propositions, alors nous ne pourrons pas apporter notre pierre à la construction de nos États dans le cadre de la gestion, de la prévention et de la gestion des crises. Je pense que ces deux aspects-là sont très importants pour les comités nationaux. D'accord. Merci beaucoup, M. Porgo. M. Koulibaly. Oui, moi l'appel que je voudrais lancer, c'est vraiment de dire qu'aujourd'hui, on doit avoir pour objectif
à très court terme de nous passer de l'aide alimentaire, de ne plus tendre la main pour manger. Vous savez, quand moi je vois que la pomme de terre que nous consommons souvent dans cette ville de Bamako, la carotte, les oranges, viennent du Maroc, alors que le Maroc n'a pas d'eau. Ils ont très peu d'eau par rapport à nos fleuves. Moi, j'ai fait 4 mois au Maroc. C'est le potentiel que nous, on a par rapport au Maroc, ils n'ont même pas le centième de l'eau que nous, on a. Mais ils exportent chez nous tout aujourd'hui. On doit se poser des bonnes questions, je pense, dans nos pays. On a tout le potentiel et les paysans sont là, ils n'attendent que des terres irriguées, qu'on les accompagne. Ils vont produire tellement de produits qu'on pourra exporter. C'est nous qui allons devenir exportateurs. Parce que Dieu nous a donné de l'eau et des bonnes terres. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire aujourd'hui, nous, on ne doit pas demander à qui que ce soit de nous donner à manger, encore moins d'aller prendre nos devises pour aller enrichir d'autres pays. Alors que nous, on ne fait que nous appauvrir. Et c'est ça qui crée toutes les complications que nous avons. Donc vraiment, si on s'écoute, nous, on a des propositions très opérationnelles, très concrètes. Mais je dois dire encore, ce qui est triste, c'est que les gens, cette capacité d'écoute, on ne l'a pas de tous les côtés. On a des portes qui sont ouvertes. On a des ministres qui nous reçoivent, qui nous écoutent. Mais il faudrait qu'on arrive à mettre tout ça en musique, qu'on arrive véritablement vers cette capacité à investir au niveau des familles, pour que les familles sortent de la pauvreté, qu'ils puissent sécuriser leur production, avec l'irrigation notamment. Qu'on organise les marchés locaux, régionaux, nationaux, pour qu'on puisse justement... Parce que sans organisation, rien n'est possible. Donc on a tous les atouts en main. D'accord. Merci. Merci beaucoup, M. Koulibaly. M. Bagayogo. Non, moi je trouve que l'essentiel a été dit, mais je trouverais que la charte nous apprend à travailler autrement, à oublier son ego. C'est ce que la charte nous dit. À s'ouvrir à d'autres, mais sans laisser personne à côté. C'est ça la clé que moi je trouve dans cette charte, qui est un levier important pour la nutrition. Parce que la nutrition, en plus de la sécurité alimentaire, s'adresse à la sécurité de l'eau, s'adresse à la diversité, s'adresse aux soins de base, des services de base. Le premier levier de la nutrition, c'est d'abord la protection sociale. Comment bien cibler ces gens. Et quand on prend cet exercice, la charte nous donne plus. Parce que aujourd'hui, c'est pour rompre le cycle transgénérationnel de la pauvreté. Et nous, ce qui nous fait peur, c'est que c'est des jeunes filles qui tombent aujourd'hui en état de grossesse avec un enfant. Et du coup, l'enfant qui est déjà un facteur dépendant fait plonger la mère qui n'est pas suffisamment responsable. Et du coup, ils rentrent dans le cycle transgénérationnel de la pauvreté. Ils ne vont pas s'en sortir. Et du coup, c'est toute une communauté, tout un maillon de notre économie qui est perdu parce que c'est des investissements. Ce que je trouve encore qu'on puisse comprendre que aujourd'hui investir dans la sécurité alimentaire et la sécurité nutritionnelle, ce n'est pas de l'altruisme, c'est de l'investissement. Et je dis encore, c'est de l'investissement. Parce que c'est tellement gagnant-gagnant que nulle personne ne... Et enfin, je dirais que nous souhaitons que toute cette base d'expérience que la charte a fait depuis 1990 à aujourd'hui, que la nutrition puisse porter. Mais je dirais encore, une fois de plus, j'espère que le Mali sera au rendez-vous avec ces ressources, ces hommes et ces engagements que je viens de voir avec le monde agricole pour satisfaire les besoins essentiels, autant de la sécurité alimentaire que de la sécurité nutritionnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bagayogo. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez l'émission Théma d'Africable Télévision qui ce soir porte sur le thème prévention et gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Et pour en parler, Mesdames, Messieurs, nous étions en compagnie de M. Djibril Bagayogo, chef de la cellule de coordination de la nutrition au ministère de la Santé et des Affaires sociales. Il est également le point focal du mouvement
donne, qui veut dire mettre la nutrition en échelle. Nos seconds invités étaient M. Fali Ribouli, secrétaire général de la coordination nationale des organisations paysannes. Et en troisième lieu, nous étions avec M. Ibrahim Koulibaly, président du ROPA, réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Et enfin, notre quatrième invité était M. Issoufou Porgo, secrétaire permanent de la Confédération paysanne du Burkina Faso. Au cours de cette émission, Madame, Monsieur, nous avons surtout parlé de la charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Une charte approuvée par le 40e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO lors de leur session du 16 au 17 février 2012. Charte saluée, félicitée par toutes les parties prenantes, mais qui connaît encore de grands retards quant à son application. Or, de l'avis de tous les spécialistes, cette charte nous amène tout droit vers une souveraineté, et notamment notre souveraineté alimentaire. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission thématique. D'ici là, passez un agréable week-end. Au revoir. Thank you.